Le sujet qui nous intéresse ce matin, le voici. La décision de l'Union européenne d'interdire de son territoire aux ressortissants de nombreux pays africains fait suite à la propagation du coronavirus dans ces pays. Ce qui a poussé le député camerounais du Social Democratic Front, Joshua Oshi, à s'offusquer à travers une lettre adressée au président Paul Biya, l'invitant à appliquer la réciprocité. Nous ne pouvons pas être victimes d'un virus venant de l'espace Schengen et en payer le prix. C'est inacceptable, a écrit le député du Social Democratic Front, ajoutant qu'aucun ressortissant des pays de l'espace Schengen ne doit également être autorisé d'entrer au Cameroun durant cette période d'interdiction, quel que soit son statut diplomatique ou sanitaire. Interdit d'entrer dans l'espace Schengen des Camerounais demande l'application, il faut le dire, du principe de réciprocité. Après la longue période de confinement due à la pandémie de Covid-19, l'Union européenne a ouvert ses frontières extérieures depuis hier mercredi 1er juillet. Mais pour l'instant, seuls 14 pays seront autorisés à accéder à l'espace Schengen. Dans la liste publiée vendredi dernier à Bruxelles, seuls 4 pays d'Afrique sont d'ailleurs sur cette liste. Je vous donne d'ailleurs les 4 pays. Il s'agit du Maroc, de l'Algérie, du Rwanda et de la Tunisie qui y figurent. Les 4 pays africains. Le reste des 50 pays qui restent en tout cas, eh bien, il n'y a que 4 pays qui sont autorisés dès lors à entrer dans l'espace Schengen. Les ressortissants camerounais sont donc implicitement exclus d'accès à l'espace Schengen. Il s'agit d'une zone géographique définie par la Convention de Schengen garantissant la libre circulation des marchandises et des individus entre les 22 États membres de l'Union européenne, à l'exception de Chypre, de l'Irlande, la Croatie, la Bulgarie, la Roumanie et 4 États associés. Il s'agit bien sûr de l'Islande, de la Norvège, la Suisse et sans oublier le Liechtenstein. Pour l'Union européenne, cette discrimination de ressortissants des pays pouvant se rendre sur les territoires de l'espace Union européenne vise à minimiser les risques de provoquer une nouvelle vague de contamination du Covid-19. Au sein de l'opinion camerounaise, depuis d'ailleurs vendredi, cette décision est mal perçue et fait l'objet de vives critiques. L'un des porte-voix de cette opinion est le député Joshua Oshi. Nous ne pouvons pas être victimes d'un virus venant de l'espace Schengen et en payer le prix. Plus grave, ces pays se permettent de s'ériger en donneurs de leçons alors qu'ils auraient pu humblement se mettre en synergie avec nos différents acteurs sociaux et surtout locaux pour mieux gérer la crise du Covid-19 afin de sauver les vies dans l'espace Schengen et au Cameroun, a déclaré d'ailleurs Joshua Oshi. Pour le premier vice-président du Social Democratic Front, le Cameroun devrait appliquer donc le principe de la réciprocité. Aucun ressortissant de l'espace Schengen ne doit donc également être autorisé d'entrer au Cameroun et surtout dans les pays africains durant cette période d'interdiction, quel que soit son statut diplomatique ou sanitaire, propose-t-il dans un appel lancé en direction du chef de l'État camerounais, Paul Biya. Mais sur les réseaux sociaux, beaucoup émettent des réserves sur l'efficacité de sa démarche. Et puis, certains la qualifient même de populiste, estimant que le président de la République ne réservera pas une suite favorable à cette requête aux parlementaires. Dans cette autre idée, eh bien, 2 arguments sont avancés. Le premier porte sur la forme de la déclaration de Joshua Oshi. Il convient d'observer qu'au lieu de faire usage des canaux formels et formalisés pour saisir le chef de l'État, le questeur à l'Assemblée nationale a plutôt privilégié les médias pour faire écho de sa position. Le second tient de ce que parmi les conditions fixées pour la réouverture des frontières aériennes, il n'est pas prévu d'exclure des pays. En plus, Yaoundé a même déjà ouvert son ciel à Air France, une compagnie desservant l'espace Schengen. De ce point de vue, la sortie de Joshua Oshi arriverait, à en croire certains, pour le moins en retard. Pourtant, messieurs, on le sait pertinemment, c'est justement les vols de Air France qui ont contaminé le Cameroun du coronavirus. Êtes-vous également d'accord avec ça, de ce principe de réciprocité? Autant que durera l'interdiction de mettre les pieds dans l'espace Schengen, autant, il faut le dire, les Africains, les 50 autres pays africains doivent également interdire, il faut le dire, messieurs, l'espace africain à ces pays européens. Disons que sur le principe, dans la déclaration de M. Joshua aussi, de fait, une décision comme ça entraîne la réciprocité.
Ben, vous savez, au Cameroun, d'ailleurs, c'est un petit rapport avec le sujet de tout à l'heure qu'on débattait, c'est que quand un homme politique s'exprime, souvent, il faut réfléchir. Est-ce que cette interdiction gêne les affaires de M. Jossochi? C'est un homme d'affaires. C'est pas mauvais d'être un homme d'affaires. Je le suis aussi. Est-ce que ça gêne ses affaires? Parce qu'il appartient à un parti organisé, sérieux, que je considère comme le principal parti de l'opposition, oui, et qui a des organes, qui a, comment je vais dire, un porte-parole, et qui s'exprime généralement après une réunion où le parti qui se tient régulièrement. Ce parti, au moins, on peut tout reprocher à ce parti, mais on peut pas reprocher à ce parti véritablement je veux dire que de se réunir et d'avoir une position sur chaque comment je vais dire que événement lié à l'actualité. Mais M. Joshua aussi s'exprime, lui, il a le droit, c'est un Camerounais, ou bien il parle au nom de son parti. C'est un parlementaire également, il ne faut pas également mourir. Oui, c'est un parlementaire. C'est un parlementaire. Un parlementaire au Cameroun appartient à un parti politique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de candidature, on n'a pas de parlementaire assujetti, étiquette parlementaire indépendant. Ça n'existe pas. Donc quand vous vous exprimez véritablement, je prends un exemple simple. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et si son président national n'a pas cette position? Et si le président de son groupe parlementaire, et si, comment je veux dire, le président régional du parti n'a pas cette position? Donc, je veux dire, est-ce que ça gêne ses affaires? Deuxième des choses qu'il faut dire dans cette histoire, c'est que les peuples européens, c'est-à-dire que cette décision, les hommes politiques européens veulent rattraper en quelque sorte la forfaiture qu'ils ont eue face à la gestion du coronavirus. Mieux, ils veulent se donner, comment je vais dire, un argumentaire pour échapper à la justice. Vous avez aujourd'hui, j'ai eu une information il y a quelques jours, pratiquement près de 204 plaintes. Le canard enchaîné continue même à les compiler. Il y en aura des plaintes en France. Parce qu'on en arrive aujourd'hui à avoir attrapé en quelque sorte des documents à la limite écrits sur la ségrégation pour la gestion des respirateurs. Ça, c'est très compliqué en Europe. Et il y a eu un certain nombre, comment je vais dire, d'auditions au Sénat. Et quand vous avez suivi l'audition du professeur Raoult, vous posez des questions. Parce qu'il explique que le conseil scientifique que l'on mettra en France tout de suite après, en quelque sorte, la pandémie ou l'épidémie du Covid, c'était tout sauf un conseil scientifique. On parlait de tout dans ce, entre guillemets, conseil scientifique. On parlait de tout, sauf des questions sanitaires. Professeur Raoult, vous prenez les 10 meilleurs chercheurs français sur les questions maladies et épidémiologistes français, il y fait partie. Il le disait. D'ailleurs, il va claquer la porte. Il s'est demandé si c'était un organe politique. Et il n'a pas voulu le dire. Et à mi-mot, on comprenait que ce conseil scientifique, en quelque sorte, venait vendre en quelque sorte les produits de certaines firmes pharmaceutiques. Ils étaient devenus des hommes politiques. La troisième des choses qu'on peut dire, en fait, c'est qu'il n'y a pas eu d'anticipation. Parce que quand vous avez suivi la ministre de la Santé française qui a démissionné, elle explique que, moi j'ai alerté dès janvier. J'ai des courriers, j'ai des SMS. J'ai alerté. Le Premier ministre ne peut pas dire le contraire. Alors, quelles sont les décisions qui ont été prises? Rien n'a été pris. Et quand on pousse plus loin, les politiques qui ont été menées, la France s'est lancée depuis François Mitterrand. C'est-à-dire ce médiocrissime président. Les gens ont tendance à oublier en fait ce que ce monsieur a été parce qu'il avait un air posé, il rassurait et tout. Il va vendre, comment je vais dire, une politique sociale aux Français, mais il a été ultra-libéral. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser le système sanitaire français. Donc, il va le vendre à des industriels français et qui, en période de grande pandémie, la cotation boursière de cette portion, comment je vais dire que, de cette portion d'entreprises vendues qui exerçaient dans le secteur sanitaire, va en quelque sorte avoir une grande capitalisation boursière. Et ceux-là vont le revendre aux Chinois. Résultat des courses, on va se retrouver avec la quasi-totalité des pays européens qui ont une bonne partie de leur souveraineté en fait sanitaire détenue par la Chine. Exemple, la France va avoir aujourd'hui, elle parle de 30 000 morts. C'est archi faux. J'ai un ami qui est dans le sud de la France, il dit qu'il y avait instruction en fait aux urgentistes. Si quelqu'un décède,
il n'a pas été testé positif au Covid, hors de question de le mettre dans des morts Covid. Donc vous allez avoir un certain nombre de personnes qui vont décéder dans leur maison, âgées de plus de 65 ans en général, et qui n'avaient pas été testées avant de mourir. Donc la France va refuser catégoriquement d'intégrer cela en quelque sorte dans ses statistiques. Donc c'est un mensonge. 30 000 morts, je crois qu'ils sont 40 000 morts. C'est un véritable mensonge, véritablement, dans cette histoire-là. Mais pourquoi ils sont arrivés, en fait, disent-ils, à ce bilan? C'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment testé. L'Allemagne a 3 fois moins de morts. Et pourquoi ils n'ont pas suffisamment testé? Parce que la quasi-totalité d'entreprises françaises sur le plan sanitaire qui détenaient et qui produisaient des réactifs pour pouvoir, en quelque sorte, qui interviennent dans les tests, étaient détenues par les Chinois. Et l'Allemagne, qui avait gardé en quelque sorte une bonne partie de sa santé et des industries pharmaceutiques entre les mains de l'État, expliquait à la France que moi j'ai mes problèmes. Votre union monétaire, là, c'est bien, on s'aime bien, mais moi, je me préfère d'abord. Donc, j'ai mes malades, donc je ne peux pas vous vendre mes tests. On est même allé plus loin. La France n'arrivait plus à avoir les capacités de produire en quelque sorte un masque. C'est quoi un masque? C'est du coton, c'est du tissu et c'est une paire d'élastiques. Voilà un masque. La France ne pouvait pas. Donc, il fallait avoir recours encore à la Chine. Parce que, en fait, les hommes politiques avaient pris la décision de faire détruire les stocks de masques qui avaient été commandés quand il y avait eu la crise du H1N1. C'est pour cela qu'ils ont décidé aujourd'hui de fermer les frontières. Vous voyez donc que cette histoire-là, c'est tout simplement pour rassurer les peuples, en quelque sorte, pour en quelque sorte expliquer que on ferme nos frontières pour protéger les populations, alors que les hommes politiques ont été responsables de l'hécatombe qui est en France. Vous fermez vos frontières sur des gens qui ont 2,5% de taux de mortalité. C'est 2,5% de taux de mortalité dans la quasi-totalité des pays africains. Et dans ces 2,5% de taux de mortalité, 60% des 2,5% de taux de mortalité sont des gens qui avaient déjà d'autres pathologies. Donc s'il faille véritablement compter des Africains qui soient morts, étant en très bonne santé et morts du Covid, on en est en dessous de pratiquement 1% de taux de mortalité. Et vous fermez vos frontières. Sauf que eux, ils ferment leurs frontières, mais ils étouffent. Ils ont justement besoin de voir les frontières être ouvertes. Raison pour laquelle vous voyez que vous avez l'Algérie. L'Algérie a un taux de mortalité, fait partie des pays les plus touchés. Vous avez le Maroc. Le Maroc a un taux de mortalité au-dessus de 2,5. Le Maroc fait partie des pays les plus touchés. La Tunisie, je ne parle même pas, on parle aussi rapidement de lever sur l'Égypte. De lever sur l'Égypte. Pourquoi? Parce que c'est des pays non seulement touristique, dans un sens comme dans l'autre. Vous avez une masse de population, de la jeunesse en quelque sorte européenne, qui en fait est... en Algérie, au Maroc, en Égypte. Ont la double nationalité en fait pour ces pays. Donc ça n'a rien à voir et c'est une occasion, en quelque sorte, qui est donnée aux pays africains de se rendre compte que cette Union européenne-là, on peut véritablement même mieux, c'est peut-être même une première bonne décision pour nous de commencer à penser notre destin sans cette Union européenne, ou bien véritablement en ne plus conditionnant cette Union européenne. Salutations véritablement à Macky Sall, qui a expliqué que hors de section, de fait le Sénégal l'applique. Salutations au Gabon, après cette détestable levée, en fait, de la dépénalisation de l'homosexualité. Voilà ce qu'on peut dire en fait pour un début. Merci justement pour cette première prise de parole. Je vais dire d'ailleurs bonjour à César Honoré Ngoma, conseiller municipal dans la 3e. Lui également il est là ce matin. Bonjour César. Bonjour Monsieur Steve Ngos. Malgré les embouteillages, vous êtes là. Exact. Bonjour à tous les copanélistes et bien évidemment à tous les citoyens qui se donnent la peine de nous écouter ce matin. Justement, vous avez suivi les uns et les autres. Bon, on commence avec Bertrand Tatinda. La décision a été prise justement par l'espace Schengen d'interdire en tout cas l'entrée dans ces pays. Et quelque part, vous avez également un autre confrère dans le monde politique, le vice-président, premier vice-président d'ailleurs du SDF, Joshua aussi, qui a demandé qu'il y ait justement le principe de réciprocité. Oui, je pense que en tant que jeune opérateur économique, nous sommes les premiers concernés par cette fermeture de frontières. Mais je dois le reconnaître que cette fermeture a dévoyé quelle était notre fragilité en prétendant que nous sommes des opérateurs économiques. Pour moi, un opérateur économique qui ne peut pas produire, transformer, sur place, reste un commerçant, reste un bayam salam. Et la situation du Covid aujourd'hui, je pense que nous a ramenés tous dans nos laboratoires à revoir notre logiciel sur lequel nous prétendons aborder, affronter ce monde économique qui est essentiellement
essentiellement, il faut le dire avec des mots justes, qui est essentiellement violent. Et quand on parle de violence, on parle de celui qui a la possibilité de donner et d'orienter. Je constate que si vous allez regarder dans nos rues, je l'ai dit ici la dernière fois, de plus en plus dans nos maisons, on vient te proposer des cageots de tomates. Des carottes, c'est-à-dire des premières nécessités. Ce qu'on avait difficilement vécu. Ça traduit quoi? Aujourd'hui, avec 1000 francs, nous sommes environ 11 bouches chez moi aujourd'hui. Avec 1000 francs, on peut facilement sauter le riz et avoir un très bon bol de tomates et manger à satiété. Ça, il faudrait qu'on regarde ce côté-là. Ça veut dire quoi? La fermeture de frontières a permis aujourd'hui que, au niveau de l'autosuffisance alimentaire, oui, on est tenté de constater que les paniers de tomates qui coûtaient 8 000, 10 000, où tu allais, tu donnais parfois l'argent de ration, on n'arrivait pas à t'assaisonner. Même les oignons, regardez un peu tout ce qui constitue le panier de la ménagère. Donc pour vous, c'est une bonne chose même qu'on vive sans l'Union européenne. Je suis en train de faire des petites analyses avant d'arriver au niveau macro. Ces petites analyses me conduisent à un fait. Et si le Cameroun se concentrait à la transformation, au lieu de laisser balader tous ces jeunes agriculteurs qui ont pris de la peine pendant des mois, aujourd'hui veulent bazarder, liquider ces tomates ou ces oignons de faute de ne pas se retrouver avec des pourritures entre les mains. Est-ce que nous pouvons réfléchir comment nous pouvons capitaliser cela? Les vivres aujourd'hui, il y a des commerçants qui s'en plaignent. C'est un point à exploiter. Quand je reviens donc au niveau de la fermeture des frontières, si les téléspectateurs nous écoutent, je leur enverrai à une application Vol Live. Monsieur Steve, vous constaterez, parce que vous constaterez que l'Europe, l'Asie, l'Amérique, ça fonctionne comme s'il n'y avait pas un problème. Regardez l'Afrique. Aucun vol. Ça, c'est des vols à l'instant. C'est-à-dire, ceux qui ont cette application, je leur prie d'aller télécharger cette application-là. Il y a un complot. Nous ne sommes plus qu'à là les cas du Covid. Les pays les plus contaminés, les plus touchés, entre elles, sont en train d'échanger tranquillement. Quel est le destin qui est destiné à l'Afrique? Et moi, je pense qu'en tant qu'Africain, c'est vrai que la mondialisation nous a amenés dans une sorte d'industrialisation qui nous fait comprendre que quand on ferme les frontières, l'Afrique va se suffoquer. Mais non. Je pense qu'aujourd'hui, si les besoins, les besoins, on les appelle comment, les nécessités de base d'un être humain, c'est quoi? Manger et dormir. Je pense que les Africains, nous pouvons encore, pendant 1 an, même au-delà, manger, boire et dormir. Et bien manger. Le temps que nous refassions notre logiciel. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le logiciel académique que nous avons, il est extraverti. Il n'est pas le nôtre. Notre vraie histoire, nous ne l'avons pas. Nos vrais tenants. Je me rappelle quelquefois, Steve, lorsque nous allions passer les vacances au village, nous ne connaissions pas ce que c'est que l'énergie, nous ne connaissions pas, on était très heureux. On se levait le matin à 6 h, on allait au champ, on faisait nos champs, on rentrait, les fruits de saison, les prunes et autres. C'est comme ça. C'est-à-dire, quand on arrivait à vacances, c'était de la tristesse quand tu disais au revoir à la grand-mère. Et on arrivait. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une sorte... Tout est esclavagé, même notre culture. Aujourd'hui, le village est devenu une terreur. Je vais aller faire quoi au village? Regardez comment est-ce qu'on a pu nous transformer, parce qu'on va rester en ville. Regardez Novelas, regardez Crass, regardez X.
pour quel résultat, au fond? Il faut qu'on fasse très attention. Et je vous laisse peut-être sortir par là. Au niveau de la réciprocité, nous avons un grand leader au Cameroun, en la personne de M. Paul Biya. Et je voudrais vous donner l'un de ses points de vue sur sa vision du libéralisme communautaire. Et je vois dans les 30 suggestions qu'il fait, je vois la 28e et la 29e, la 30e, sur les relations africaines et internationales. Voilà sa position. Jaloux de son indépendance et de sa souveraineté, le Cameroun devra consolider son indépendance en exigeant chaque fois que cela serait nécessaire le respect de sa souveraineté dans le cadre global d'une politique de non-alignement de sa coexistence pacifique. Sur le 29e point, il dit, conscient d'une Afrique désunie ne saurait influencer l'ordre mondial, le Cameroun devra déployer toute son énergie au renforcement de l'unité africaine au niveau continental, régional et sous-régional. Au dernier point, le non-alignement ne signifie ni le rejet de tout partenaire, ni le refus de toute alliance. Le Cameroun continuera à militer activement au sein du mouvement des pays non alliés à l'effet du véritable non-alignement consiste à sauvegarder en permanence la possibilité et la liberté de la négociation de nouvelles alliances ou de dénoncer les anciennes. C'est dans ce cas, c'est dans cet esprit que notre pays devrait rechercher une coopération économique, culturelle, équitable, mais sans exclusive, tout en agissant pour la consolidation du Fonds uni du tiers-monde. Conclusion. Le Gabon, lorsque vous allez regarder la diplomatie camerounaise, elle est tempérée. Elle prend du temps. Quelquefois, oui, le Gabon a pris ça. Pourquoi non? Mais à la fin, on a toujours donné raison au Cameroun. Je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun est en train de chercher des solutions propres à sa souveraineté. Et je pense que c'est... quelqu'un disait, impossible n'est pas camerounais. Justement, impossible n'est pas camerounais. Les autres vont s'inspirer de la gestion de... Prenons par exemple la gestion de cette crise. Oui. Nous avons des pays qui ont fermé, qui sont allés au confinement, confiner tous les citoyens. Mais le Cameroun n'est jamais entré en confinement. Le Cameroun est entré en confinement volontaire. C'est-à-dire que les conditions étaient réunies, même les consignes de nos entreprises. Si vous voyez qu'il y a des services qui ne sont pas très nécessaires, et veillez au maximum à pouvoir. Et voilà comment est-ce que... Aujourd'hui, on donne raison au Cameroun. Et je pense qu'aujourd'hui, la décision de l'Union européenne, pour moi, l'idéal, à chaud, je pense que la réciprocité serait l'idéal. La réciprocité serait idéale. Au vu du leader qui conduit ce bateau Cameroun, je pense que lorsque j'ai parcouru ces points, d'où la réunion d'hier du ministre des Transports et du Premier ministre pour une concertation, pour voir la solution idéale. Donc les Camerounais n'ont pas à avoir peur. L'État nous proposera une solution qui nous donnera raison tôt ou tard. Tôt ou tard. Je vais me tourner vers Simo. Simo, jusqu'à peu de compter hier, 1er juillet, eh bien, du côté de Libreville, on a pris une décision. Je vais d'ailleurs vous lire la note circulaire d'ailleurs, précision faite du ministère des Affaires étrangères, du secrétaire général et surtout de la direction des affaires consulaires, la direction de l'administration consulaire, à l'attention des chefs de mission diplomatiques et des postes consulaires du Gabon à l'étranger. En application du principe de la réciprocité, il est demandé à toutes les missions diplomatiques et postes consulaires de la République du Gabon, gabonaise en tout cas, à l'étranger, de maintenir la suspension de délivrance des visas tourisme aux ressortissants des 27 États membres de l'Union européenne désirant se rendre au Gabon. Mesure exclut les demandes de visa pour tourisme et séjour privé, motif professionnel sauf résident, voyage d'affaires. Toutefois, cette décision ne s'applique pas aux officiels appelés à se rendre au Gabon dans le cadre de missions dûment autorisées par le gouvernement. Parfaite considération. C'était signé d'ailleurs, il faut le préciser. Hier, c'était fait à Libreville, hier, 1er juillet 2020 par l'ambassadeur du Gabon, secrétaire général. Il s'agit bien sûr de Ginette Arondo, épouse Edzan. Eh bien, la décision a été prise. Le Gabon a dit, c'est le principe de réciprocité, Simo. Oui, monsieur Ngos, je suis vraiment très embarrassé de suivre un truc comme ça. C'est très bien, une telle décision.
Mais sur la base, au Gabon, il y a une base militaire française. Il faut évacuer d'abord. Il faut évacuer. On est dans le franc CFA. Il faut évacuer. Ça, c'est rien du tout. Alors, moi, je voulais dire une chose. Sincèrement, vous pensez que la fermeture 50 pays africains, si on organisait un commerce entre pays africains, on aurait besoin de l'Europe. Il nous apporte quoi? Sincèrement, au moment où on le dit, si on organisait le commerce entre les pays africains, justement, monsieur, on n'aurait même pas besoin d'aller. On va chercher quoi en Europe? Ils ont quoi à nous proposer? Bon sang, c'est quelle histoire? On a mangé nos cerveaux. Et je voudrais dire une chose. Mon frère César vient d'évoquer beaucoup de choses là. Le premier ministre, le premier vice-président du SDF vient de faire des déclarations. C'est très bien. C'est très bien. Mais c'est un député. Et moi, quand on parle de parlement, je dis parler et mentir. Je ne sais pas ce qu'ils apportent. Parler et mentir. Voilà, on a un problème. Article 106 de la Constitution camerounaise. La corruption est à un niveau tel qu'on ne peut pas. On ne sait pas comment faire. Il ne peut pas se lever pour dénoncer. Moi, je suis d'accord. C'est bien de parler. Mais il y a des choses qu'on n'applique pas au Cameroun. On a atteint un niveau de corruption. On va me dire, c'est pas ça au Cameroun. C'est vrai. Mais pourquoi on doit calquer notre manière de fonctionner par rapport aux autres? Pourquoi? Non, moi je suis d'accord, raconter des histoires c'est très bien. Oui. Mais il y a l'essentiel. Donc on peut vivre justement sans l'Union européenne. On n'a pas besoin d'eux, ils ne nous apportent rien. Mais je vais vous donner un exemple. Dans cette application que César m'a donnée, vous allez vous rendre compte que les vols se trouvent entièrement et totalement en Europe. Mais bien sûr. Il n'y a aucun vol sur le continent africain. Bien sûr. Vous allez également voir d'autres vols aux côtés des États-Unis d'Amérique. C'est encore un autre gros problème. Vous avez là, justement, aux États-Unis, c'est les mêmes vols. Ils se sont fermés entre eux. La Russie est fermée. Et jusqu'à preuve de contraire, l'Afrique également est fermée. Donc, ça c'est vrai. Mais je voudrais donc dire, est-ce qu'on a besoin de ces gens-là? L'Union africaine, c'est à quoi donc? Bon sens. Et je comprends bien. C'est la main qui donne, qui ordonne. On n'a pas de choix. Mais cependant, est-ce qu'on ne peut pas s'organiser pour mettre un terme à ces relations inutiles avec ces pays européens? Ils nous apportent quoi? Bon sens. Le Cuba. On a fait l'embargo sur le Cuba pendant des années. Aujourd'hui, ça continue. Ça continue d'ailleurs. Mais parlez-moi du Cuba. Le Cuba a envoyé des médecins dans un pays africain là l'autre jour pour soigner des gens. Même chez les Français. Chez les Français, il y avait aux États-Unis, partout, il y avait des médecins cubains. C'est vous dire, l'embargo pour les pays africains, moi, je souhaite, parce qu'ils nous apportent, ils nous ont jamais rien apporté. Je dis rien. Que quelqu'un me demande, partout en Afrique, où il y a les bases militaires françaises, il n'y a pas la guerre là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous êtes à côté d'un malade. Si le malade meurt, ça veut dire que ce n'est pas le malade qui a le problème, c'est vous, le gardien, qui a le problème, c'est vous, le médecin qui avait le problème. Donc, évacuez. Partie du malade. On a le Boko Haram partout, les rebelles partout, au Mali, avec des bases militaires françaises, avec des drones, on me dit, avec une technologie qui vous démontre, même on vous enterre sur le sol, il vous déterre, pour vous dire qu'on l'a et donner la couleur de votre slip. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a les guerres partout. Mais quand on les évacue, ils ne nous servent à rien. Les problèmes africains, je le dis toujours, les gens peuvent me traiter tous les noms d'oiseaux. C'est l'Occident. Parce que quand vous avez votre porte-monnaie entre les mains de quelqu'un d'autre, vous avez besoin du prince, c'est lui qui doit ordonner. Vous n'êtes pas libre. La souveraineté, non. Mon frère parle, César parle. C'est du pipeau. Vous ne pouvez pas être souverain quand c'est quelqu'un d'autre qui vous impose ce que vous voulez. L'argent, l'économie, que l'industrie, on a fait au Cameroun. On a mis en place des structures ici, au Cameroun, qui pouvaient fonctionner. Que sont ceux qu'ils ont détruit? C'est la France, parce qu'ils détiennent la monnaie. Ils détiennent la monnaie. Vous voulez payer un matériel pour entretenir vos appareils. S'ils ne vous autorisent pas, vous allez payer avec la monnaie. Cette monnaie, c'est ce qu'on appelle le franc CFA. Donc pour moi, il faut bloquer tout. Ils ne nous servent à rien du tout. Et nos chefs d'État doivent prendre conscience. S'ils ne le font pas, je pense qu'ils vont le payer. Parce que le peuple est fatigué. Quand vous êtes un père de famille, vous ne donnez pas à manger à vos enfants. Un matin, ils vont vous dire, monsieur, on ne sait pas à quoi vous servez. Évacuez. C'est normal. C'est normal. Chacun qui a faim doit chercher à manger. Il n'y a pas de sentiment quand on a faim. On cherche à manger. Donc, les chefs d'État doivent prendre leurs responsabilités et dire, trop c'est trop. S'ils ne peuvent pas dire à la France d'aller se débrouiller, comment voulez-vous que 14 pays africains, un petit pays comme la France, décide pour 14 pays africains depuis 75 ans? Est-ce que c'est pourquoi? Pourquoi? Comment explique? C'est même parce que, au départ, on a mis en place des trucs pour nous emprisonner. C'est-à-dire que l'école, la religion, tout et tout, on nous a
mis en prison. Comme il disait, avant on allait au village, on était heureux d'être au village. On nous a dit, vos villages là c'est la brousse, vous êtes des singes, vous allez faire quoi là-bas? C'est la vie qui est bien. On vient vous confiner dans des petits studios, quand vous avez des hectares de terrain, où vous pouvez vivre dans un petit écran. Non, il faut arrêter. Je dis, il faut arrêter. C'est nous qui devons décider. Et nos chefs d'État, on doit les pousser à prendre des décisions. Mais comme ils sont là, à la merci de ces gens, plus c'est la main qui donne qui ordonne. On a beau dire, sortir des livres, écrire, raconter, aller parler, mentir à l'Assemblée, mais rien ne va changer tant qu'on ne prend pas la décision de dire à ces gens, arrêtez, on n'a plus besoin de vous. C'est ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, Simo, pour votre prise de parole. Patient Pafendom, je vais me tourner vers vous. Là, on a vu avec la carte que César nous a montré, d'ailleurs en live, il y a pas mal de vols à gauche et à droite. Il a même parlé d'un complot même contre l'Afrique. Et pendant ce temps, l'Afrique ne bouge pas. Pourtant, la décision a été prise. Il n'y a que 4 pays africains qui sont autorisés à aller dans l'espace Schengen. Il y a 50 qu'on a oublié. C'est quand même bizarre. Non, mais je pense que au-delà du complot, nous sommes face à une réalité qui est la nôtre. Tout à l'heure, César parlait des hommes d'affaires. Et il nous disait qu'en fait, ce sont des bains Amsterdam. Mais parce que ça participe de la réalité de notre économie. Nous avons une économie extravertie, César. Et nous dénonçons cette hérésie économique-là depuis des décennies. Et les gens qui sont au pouvoir, dont le président qui est le président de ton parti, ont fait la sourde oreille. On l'a dit depuis. Depuis des décennies, on dénonce, on dit qu'il faut changer de paradigme économique pour que nous puissions, en réalité, être de véritables producteurs de choses que nous consommons. Tu as, par exemple, fait une petite discrétion en parlant, par exemple, de la question de la conservation et de la transformation de produits périssables, comme par exemple la tomate. Qu'est-ce qui explique que jusqu'au jour d'aujourd'hui, en dehors de quelques petites unités, mais qu'on a une grosse déperdition, n'est-ce pas, de la capacité que nous pouvons avoir à conserver et à transformer localement ces produits. Il n'y a pas que la tomate. Il y a par exemple des produits comme l'avocat, dont si on avait mis en place de véritables industries, l'huile d'avocat, lui tout seul. Ça coûte cher. Il y a des besoins. Mais c'est des prix de diamant. Le beurre d'avocat. Alors, donc, je suis en train de dire que c'est la nature de notre économie qui fait ce que, malheureusement, c'est les politiques qui orientent. Or, comme ces politiques-là, comme le dit Simon, sont en réalité assujettis à l'extérieur, ils ne peuvent pas prendre des décisions qui vont dans le sens d'une véritable promotion de notre économie, de notre industrie. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes parti au pouvoir, vous le savez mieux que moi peut-être. Nos programmes doivent d'abord recevoir le OK du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Vous vous rendez compte? Avant, on avait des plans quinquennaux. Ça a disparu, non? Complètement. Hier, on était sur le plateau. On a parlé, par exemple, les plans d'instruments structurels que nous ont imposés ces deux brigands économiques là. Ça tuait toute velléité d'une quelconque industrialisation de notre pays. On avait des structures, pire encore. Ils nous ont poussé à privatiser des sociétés stratégiques. Comme par exemple la Sonel. Comme par exemple la régie Fercam. Et qui a bénéficié de toute cette sueur-là. Et ce sang des Camerounais, c'est encore leur ressortissant. Bien sûr. Et nos dirigeants sont là tout bénotement. Ils disent que oui, supporter, serrer encore la ceinture, mais eux, ils avaient l'avantage, de temps en temps, d'aller se payer le luxe, d'aller au bord du lac Léman, se donner du plaisir, alors que le peuple souffrait. Ce coronavirus nous a fait vraiment du bien. Ah ouais. Parce qu'avec coronavirus, nous sommes presque tous au même pied d'égalité. Même si le scanner coûte cher, que je ne puisse pas me le payer, alors que le fils de quelqu'un d'autre ou bien quelqu'un d'autre va se le payer. Mais, au moins, cette affaire où on s'échappait pour dire que l'enfer c'est les autres, nous, allez, bye, vous les maudits de la terre, les damnés de la terre, nous on va tranquillement nous réfugier en Europe, c'est presque terminé. C'est fini. Quand vous me présentez cette circulaire du Gabon, il faut que les gens arrêtent avec la comédie. Le truc essentiel que le Gabon a fait, c'est l'affaire de la dépénalisation de l'homosexualité. Comme il y a un levé de bouclier sur le plan continental, le Gabon nous sort cette note circulaire. Regardez, dans cette note circulaire, lisez-la très bien. Selon vous, qui va y venir au Gabon? On nous parle de visa tourisme. Quels sont les touristes qui vont aller? Les résidents étrangers au Gabon ne sont pas assujettis à cette
à cette interdiction. Donc finalement, elle a été faite pour qui? Analysez très bien cette affaire-là. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout le corps diplomatique étranger européen au Gabon peut entrer au Gabon. Bien sûr. Les militaires, tout à l'heure, Simon a parlé de la base, ils peuvent venir au Gabon. Tous les gens étrangers qui ont un permis de séjour au Gabon, ils peuvent venir au Gabon. Bon, finalement, ça a été fait pour qui? Quoi? Le Gabon, justement la question que je vous pose. Il a été fait pour qui? Donc, ça, c'est pour masquer le véritable, le vrai, comment dire ça? Le vrai problème. Le vrai problème qu'ils ont, c'est cette affaire de la dépénalisation de l'homosexualité. C'est ça qu'il s'agit. Je peux encore comprendre que Macky Sall, ça ne fût parce que lui aussi il a décidé de prendre une décision de réciprocité. Pourquoi? Oui. Parce qu'il y a beaucoup comment on appelle ça, de retraités européens qui ont trouvé au niveau du Sénégal un Eldorado, exactement comme ça. C'est le cas par exemple en Tunisie, en Égypte, au Maroc. En Algérie. Bon, vous avez vu, bon, pour l'Algérie, vous n'avez pas bien creusé. Les premiers pays qui sont en tête dans cette affaire de coronavirus, l'Algérie est parmi les premiers, non? Oui, c'est le premier. Hein? Mais les Français savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas s'amuser à dire qu'ils vont interdire l'Algérie. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas une question qu'ils ont pris des mesures drastiques. Parmi les pays qui sont autorisés, je vous ai donné 2 incongruités hier. Il y a la Chine, dont les Occidentaux nous disent que c'est le berceau du coronavirus, dont il y a même deuxième phase de contamination. Mais il y a plus grave. Il y a la Corée du Nord dans cette liste. Les Nord-Coréens peuvent rentrer allègrement dans l'espace Schengen. Alors, tout ça, c'est quoi? C'est pour dire, pour finir, qu'en réalité, nous sommes face à nos démons. Ce qu'on refusait de voir depuis des années, sur le plan économique. Nous ne sommes pas souverains. La question monétaire que Simon et les autres posent ne sont pas souverains. C'est avec cette question, cette souveraineté monétaire, qu'on aurait pu justement commencer à penser une industrialisation de nos pays, de telle manière que nous sommes de moins en moins dépendants de l'Occident. Mais aussi la question de développement tout court. Vous allez me dire, vous allez me montrer, comment dire ça, la carte des vols. Oui, mais un Américain peut avoir envie d'aller visiter, je ne sais pas, le château de Versailles. Aller en France, il y a le restaurant français qui est bien prisé. Mais vous faites quoi? Vous faites la promotion de notre art culinaire du terroir. Regardez nos villes, comment elles sont construites. L'organisation sociale, l'organisation de l'urbanisme. Regardez. Comment vous voulez même attirer les gens? Le Cameroun, malgré toutes les potentialités touristiques que nous avons, nous peinons encore à avoir un niveau, n'est-ce pas, de visite touristique de notre pays qui soit acceptable. Le Sénégal fait mieux que nous. Alors que le Sénégal n'a que le désert et le bord de mer. Et l'île de Gorée. Vous voyez l'île de Gorée. Mais nous avons Bibia. On a Bibia. Qu'est-ce qu'on a fait de Bibia? Important, on n'a rien fait. Non. Quoi? C'est dommage. Vous imaginez ce que nous avons comme potentialité touristique, le tourisme écologique, etc., etc. Mais non, nous avons des gens qui dorment à Yaoundé. Après, ils vont prendre les livres et mon frère, César Ngomo, va venir nous dire que oui, il a dit que. Non, ce n'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin du concret, mon frère. On a besoin des choses qui avancent, qui se développent. C'est pour ça que je suis peut-être d'accord avec toi par rapport à dire que bon, cette circulaire du Gabon là, c'est de la gnognotte. C'est de la poudre de parampampam. Le vrai problème, il est ailleurs. Que le Gabon ne sait pas de jouer ce jour-là avec les Africains. Je vous dis que quand vous regardez, analysez les restrictions, quel touriste? Tous les gars de Elf là, qui sont là-bas, à Port-Gentil, ils ont les trucs de séjour. Donc ça ne les concerne pas. Ça concerne donc qui? L'armée française qui est basée à Libreville? Non. À côté de la présidence. Bon, en dehors de ça, tu as qui va au Gabon? Donc, il faut vraiment qu'on fasse très attention quand nous avons des petits bandits politiques comme ça qui essaient d'embarquer les gens vers des directions qui ne sont pas les bonnes. Le problème, nous le disons, nous insistons là-dessus, la gestion du coronavirus par le Cameroun, je ne dis pas qu'elle a été une catastrophe, au contraire. J'ai vu un ministre de la Santé se démener vraiment pour essayer d'apporter des solutions, malgré les difficultés et les tares que nous avions à l'époque. On a un gros problème du point de vue de nos instituts sanitaires, sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif. Je crois que pour une première fois, on a vu des gens bouger, peut-être parce que leur propre vie était en danger. On a vu des gens bouger et il faut qu'on continue d'encourager cet élan-là, pour que justement nous continuons de comprendre qu'il est important
d'avoir des structures aux normes ici chez nous. Qu'on arrête de penser que pour avoir un masque, il faut que ce soit M. Jack Ma qui part de la Chine pour venir nous offrir pour avoir des respirateurs. J'ai vu dernièrement que, bon, oui, l'Union européenne, je ne sais pas, va nous fournir des trucs de respiration, mais qui va gagner le marché, ça va être Air Liquide. Pourtant, il y a des Camerounais, des jeunes Camerounais qui savent d'ailleurs fabriquer... Ça va être la société Air Liquide qui va fournir l'oxygène qui est encore une société française. De toute façon, tu vois, on donne d'une main, on récupère de l'autre, et on me dit qu'on vous a aidé. Après un jour, on va vous sortir une facture que personne ne peut payer, ni mon ami César, ni son président, ni qui que ce soit. Donc, honnêtement, nous sommes là face à une grosse entourloupe, à une grosse escroquerie à la fois politique et intellectuelle. Pour donner l'impression aux Africains que nous aussi nous sommes en train de bouger. Vous avez vu, c'est la grenouille qui veut se prendre pour un bœuf, c'est tout. Dans le plan formel, dans le plan de l'analyse vraiment de cette situation-là, c'est une catastrophe de voir ce que les Africains vivent. Ici, on nous a dit que les Européens nous disent que sur le plan économique, l'Afrique compte à peu près 1% du commerce mondial. Bon, on dit, ok, donc on ne compte rien, nous ne comptons rien, laissons donc tomber. Restez un peu chez vous, on voit, comme Simon disait. Le coltan, ils vont la voir comment? Les terres rares, là, ils vont la voir comment? C'est ça. Notre, le cuivre, le cobalt, tout ça là, l'or, le diamant, comment ils vont faire? Vous vous rendez compte? Que nous produisons l'or ici en Afrique, et si vous vous rendez compte qu'aux Pays-Bas, ce sont les Juifs et les Indiens qui ont le monopole de ce marché. Mais c'est pas possible. Donc, il faut vraiment qu'enfin que nos décideurs se réveillent et qu'ils regardent cette réalité économique, cette réalité politique mondiale, vraiment avec toute la lucidité qu'il faut, et qu'ils mettent en place enfin des démarches, des initiatives de nature, justement, à en faire de nous des gens qui sont moins dépendants, et que de grands espoirs, comme mon ami César Ngombo, ne soit plus un BMC Lam, mais un véritable capitaine d'industrie dans son pays, comme le font Dangote, je ne sais pas, les gars de Taïwan, de Singapour, du Vietnam. C'est incroyable, les Vietnamiens qui ont été bombardés pendant toutes les guerres que vous avez vécues. 1972. Qui viennent prendre quand même des parts de marché dans la téléphonie mobile au Cameroun. Ah, écoutez, messieurs, il y a un problème. Messieurs, plus que 10 minutes pour sortir de cette édition. Chacun a droit à 2 minutes et demie pour sortir, justement pour la fin. Je vais me tourner vers Bertrand Tatinda. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'aime souvent poser cette question vers la fin du débat. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut changer notre façon de voir les choses. Je dis quelque chose rapide, 2-3 petites choses rapidement. Déjà, il faut dire que sur le plan de la fermeture des frontières, pour établir la vérité, elle est hermétique. Les évacués sanitaires, les étudiants, les porteurs de passeports diplomatiques et tout peuvent se déplacer. J'ai aimé la démonstration de mon frère César. César, oui, monsieur Ngombo. Sauf que ça m'a toujours gêné quand on met toute la détestation du monde sur les chefs d'État. Un chef d'État, c'est un système. Oui. Et ceux qui ont amené nos pays dans cette situation, au-delà de la responsabilité du colon, traite négrière, esclavagiste, néocolonialisme, c'est l'élite intellectuelle africaine, c'est la classe moyenne. Ça, il faut le dire. Un chef d'État, c'est un système. Vous êtes un chef d'État. C'est pour ça qu'en Afrique, on va en changer des chefs d'État. Je peux vous donner des pays où on a changé 5 systèmes d'État. Rien n'a absolument changé. C'est un système. La dictature du diplôme, la dictature de l'homme intellectuel, la dictature, comment je vais dire que, de l'argent. Voilà qui embarquait les chefs d'État. Un chef d'État n'est pas expert forcément sur le plan économique. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir expliquer à un chef d'État, mais qui a profité du franc CFA. Vous allez vous constater en quelque sorte que c'est ce qu'on appelle la classe moyenne. C'est-à-dire des Camerounais qui sont petits cadres dans une société, ils atteignent le grade de directeur d'administration centrale à la fonction publique, il peut aller se choper un petit visa, aller acheter, comment je vais dire, que du cassoulet à Carrefour, venir frimer dans sa maison que regardez, là j'étais à la Tour Eiffel, c'est eux, entre guillemets, qui ont corrompu les chefs d'État. Si on sortit des indépendances, cette élite africaine avait été patriote, avait inondé les chefs d'État, comment je vais dire que, de rapports, de décision, d'opposition, comment je vais dire, patriotique, eh bien, les choses auraient forcément changé.
individu, quel que soit le pouvoir qu'il a, il ne peut pas s'opposer à tout un peuple ou s'imposer à tout un peuple. Or, aujourd'hui, la démonstration, en fait, que veut l'Union européenne, c'est justement ça. Or, c'est vos chefs d'État. Regardez nos conférences nationales et souveraines. C'était quoi? Une véritable foire d'insultes aux chefs d'État. Est-ce que les débats ont été posés? C'était l'occasion pour l'élite de dire France CFA, transformation économique, tout et tout et tout. C'était véritablement des foires d'insultes aux chefs d'État. Nos conférences nationales. Heureusement qu'il y a encore un chef d'État, il faut le dire, sage, au Cameroun, qui a dit cette histoire est sans objet chez moi. Parce qu'on peut amorcer, on peut moderniser mes institutions sans véritablement aller se mettre dans une chambre et préparer un coup d'État constitutionnel. Parce que ce député qui se plaint aujourd'hui, il appartenait à un parti politique, effectivement, il appartient toujours à un parti politique qui rêvait par cette histoire-là de faire un coup d'État constitutionnel. On le sait, véritablement. Oui, les conférences nationales ont abouti dans certains pays. Des fois, ça aboutit à la guerre civile. En RDC, n'a jamais été liquidé, n'a jamais été conclu. Donc, vous voyez donc que c'est très facile. Métier de l'autre est toujours très facile. Activité de l'autre, de s'asseoir sur un plateau. Alors que nous répétons à longueur de vie que, effectivement, les contingences et les pressions et les rapports de force, quand vous êtes chef d'État, je peux dire que vous n'avez en fait du pouvoir que sur 20% de votre budget. Mais si vous êtes inondé d'une élite patriotique, vous avez des ministres qui ne détournent pas des deniers publics, vous avez un peuple qui se dresse, c'est ce que les Chinois ont fait à Mao. Si les Chinois n'avaient pas accompagné Mao dans le patriotisme, Mao n'aurait rien fait, il n'était qu'un individu. Mao n'était qu'un individu. Mais quand les Chinois vont imposer même à Mao des fois la direction à suivre, ils vont imposer à Mao la direction à suivre, au point où Mao qui était le leader est devenu, comment je vais dire, que celui qui suit le peuple. Mais pourquoi les peuples africains, 1 plus 1 plus 1 plus 1 chez nous en arithmétique peut donner 1 milliard? Tout dépend du nombre de 1 que vous ajoutez. Donc c'est facile, comment je vais dire, de faire la politique en t'expliquant que c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Et pourtant, on a un beau costume, on va passer ses vacances en France, on a une belle maison, souvent même, comment je vais dire, que on a un ami français, on est très content de l'appeler. Non, c'est-à-dire, c'est pour moi, ça ne m'arrange pas. En fait, véritablement, il faut dire aussi que l'Europe rouvre ses frontières en grande partie entre pays européens. Parce que les États-Unis ont dit niet à l'Europe. La Russie a dit niet. La Chine, c'est... Ben, parce qu'elle veut se sauver en fait de la faillite. Ce sont des pays en quasi-faillite. Ils veulent sauver ce qu'ils appellent la saison estivale touristique. Parce que je vous donne un exemple. Paris, c'est 10 millions de touristes par an. La France, c'est 50 à 60 millions de touristes par an. Ça génère de l'activité véritablement dans l'hôtellerie de luxe, dans la restauration, dans, comment je vais dire que le commerce, oui, les compagnies, et toute cette histoire-là. Or, elle est déjà, comment je vais dire, à 135% de taux d'endettement par rapport à son PIB. On parle en fin d'année de 150%. C'est un pays qui n'existe plus. Je ne sais pas comment la France fait pour payer ses fonctionnaires en fin de mois. C'est un pays en totale faillite. Et la quasi-totalité des pays européens sont dans cette situation. Donc, ils ont commencé à déconfiner quand ils avaient des fréquences de 500-600 morts par jour. Donc, ils sont asphyxiés et entre eux, ils se disent que nous ne mourrons pas après avoir voté ce plan de 750 milliards d'euros de dette pour donner un semblant d'activité économique. Ça me fait sourire en quelque sorte, mais je crois que la raison à tirer dans cette histoire, c'est d'être de véritables patriotes. Et ça me fait plaisir qu'un jeune cadre, il ne parle pas pour son parti ici, mais ait un discours éminemment patriotique comme lui. Ça veut dire que oui, ce pays a de l'avenir. On commence à se doter un minimum de consensus. Petit à petit, les choses arrivent en tout cas. Qui veut que, évidemment, il faut Cameroun d'abord. Nationalisme d'abord. C'est le nationalisme qui développe. Tous les pays se sont développés par, en fait, des dirigeants nationalistes. Messieurs, plus que 6 minutes. Donc, vous êtes également d'accord que les pays se développent par des nationalistes? Vous, on sait pertinemment que vous êtes un nationaliste depuis plus d'une cinquantaine d'années aujourd'hui. Oui, mais le problème, c'est que mon frère Tachina vient de dire des choses là pour lesquelles je ne suis pas d'accord, parce qu'il dit que ce sont les élites qui ont poussé les chefs d'État. Mais l'UPC s'est battu en 48 jusqu'en 60. On a pris des fantôches pour mettre à la tête. Il y avait un programme. Bon, au sortir de là, je voulais dire par rapport à l'Union européenne. Qui est devenu l'UPC? On n'est pas là pour parler de l'UPC aujourd'hui. C'est une bonne question. Je voudrais dire, quand on parle de l'Union européenne, l'Union européenne, c'est ce monsieur qui a un pain et qui veut faire des leçons à quelqu'un qui a une boulangerie. Il a un pain, il fait des leçons à quelqu'un qui a une boulangerie. C'est des petits, ils n'ont rien. Il fait des leçons à un continent comme l'Afrique, il faut qu'on arrête. Maintenant, rentrons dans les histoires de souveraineté. Vous savez,
Quand on vient parler des élites sur un plateau, en disant que ce sont eux, que sont ceux qui... Est-ce que les Africains sont mis ensemble pour se constituer? On a constitué les Africains. On a constitué les Africains. Et c'est les conséquences qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On ne peut pas dire que nous, on est responsable de tel ou... Est-ce qu'on s'est constitué? Aucun pays africain ne se constitue en dehors de quelques pays qui sont mis ensemble. Et même les pays anglophones, il y a le direct role et l'indirect role. C'est-à-dire que les Occidentaux, chez les anglophones, ils mettaient les Africains et ils pilotaient à distance. Mais les Français, ils s'installaient et ils vous donnaient des ordres. Voilà ce qui a mené l'Afrique là où on est. Les 14 pays africains, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Il faut réécrire l'histoire de notre continent et surtout des 14 pays africains qui n'ont aucune réalité. Je le disais tantôt, on ne peut pas se contenter du pare-brise en oubliant les rétroviseurs. On va aller en brousse parce qu'on ne sait pas ce qu'on a traversé. Tant qu'on ne l'a pas fait, on a détruit notre histoire et on a installé des histoires qu'on enseigne à tous nos enfants. Et aujourd'hui, et je veux dire, il faudrait que nous, on quitte la classe pour aller à l'école. Les gens passent tout le temps en classe à rester ce que l'Occident dit depuis 15 ans. Il faut quitter la classe pour aller à l'école. Parce qu'à l'école, tu fais des recherches. Mon frère vient de dire que les hommes d'affaires sont des bas en cela. C'est vrai. Mais quand tu entreprends ici, quel est celui qui l'empêche? C'est le fonctionnaire. Parce qu'ils sont assis sur leur bureau, ils surveillent leur siège. Au lieu d'être assis sur le siège pour travailler sur le bureau. C'est ça le problème. Il faut le dire. Le dire, c'est pas être méchant, c'est pas être contre quelqu'un. Est-ce que c'est alors le chef de l'État? Monsieur Tadila, c'est justement la grande interrogation. Messieurs, plus que 2 minutes, nous sortons de l'édition. César. Je n'ai même pas fini. Oui. Bon, c'est pas grave. Nous sortons de l'édition, messieurs. Vraiment désolé, le temps passe très vite. 2 minutes, Je pense que c'est des thématiques qu'il nous faut assez de temps pour pouvoir développer. Tout à fait. Oui, bon. Je voulais dire... La direction ne nous a pas donné ce temps-là. Je voulais dire en quelques mots que, en dépit des critiques qui peuvent venir de part et d'autre, mais M. Parfendom, Simon, M. Simon, et bien évidemment Tatinda qui allait un peu dans le sens vers lequel je milite, il n'est pas question d'aimer la personne de M. Biya. Non. Pour moi, il est question de le respecter. M. Biya représente le Cameroun. Et quand je fais le bilan de sa magistrature, voilà un monsieur arrivé au chevet de sa vie, qui a passé en 38 ans presque 8 bombes atomiques économiques, les points d'ajustement, les dévaluations, les Boko Haram, les Nozo, et tout ce que vous pouvez imaginer, mais qui a tenu tête. Et ce que vous nous dites pour Cameroun depuis le 30 juin, voilà un monsieur qui a pu clore tous les accords. J'ai suivi ces débats hier ici, j'étais très passionné. Et je pense que voilà un monsieur qui a vraiment commencé à prendre la maîtrise, l'indépendance de son pays, on peut dire à peine 10 ans. Et aujourd'hui, lorsque nous faisons le Cameroun, du bilan depuis de 82 à 2010, et quand nous prenons de 2010 à 2011, je pense que nous avons eu une très grande avancée. Pour atteindre le niveau que nous voulons là, qu'est-ce qu'il faut? Je pense qu'il a fait un résumé, briefing. Tati a dit quelque chose. Un président, ce n'est pas un économiste, ce n'est pas un naturopathe, ce n'est pas un médecin, c'est la constitution de sa société qui fait de lui un bon ou un mauvais président. Et vous refusez d'analyser l'appareil camerounaise. Elle est constituée de 3 grands groupes. Et le temps. En tant que membre du parti au pouvoir, quelques secondes, dire, ça peut me coûter ce que ça peut me coûter, mais c'est ça notre part de vérité. Nous avons 3 grands groupes. Le premier groupe, les fonctionnaires. Le deuxième groupe, les hommes d'affaires. Le troisième groupe, les chefs traditionnels. Quel que soit ce que vous voulez faire au Cameroun, ces 3 grands groupes interviennent. Est-ce que nous pouvons donc améliorer le logiciel? Nous ne sommes plus dans le sujet. Le logiciel qui permet à Merci César. Nous ayons un bilan comme celui-ci. Je sors par la crainte. Non, nous ayons un bilan comme celui-ci. On vous dit, nous parlons du Covid-19. Le Covid-19, dites aux Camerounais que nous avons à peu près 11 000 cas et nous avons 10 000 cas de guérison. Et parmi les 10 000 cas, nous avons 9 000 cas qui sont guéris par Cléda, par les docteurs du quartier, par la grand-mère. Et dites-le aux Camerounais. Aujourd'hui, nous avons conscience. Le repli nationaliste. Merci César. Mais si nous ne sommes pas justement là, c'est pas un meeting. On vous comprend parfaitement. Ne vous inquiétez pas.
Pascal Bafédom, vous avez le mot de la fin rapidement, parce que nous sortons justement de ce débat. Bon, écoutez d'abord, je tiens à balayer d'un revers de main l'histoire que c'est la classe moyenne qui a conduit le pays dans les... La classe moyenne n'a rien à voir. Elle a plutôt été victime des mauvaises politiques et orientations de M. Biya et de son pouvoir. Monsieur, je n'ai rien contre le président Biya. Je combats justement un système qui l'a permis d'être au pouvoir. Ce système-là joue contre des intérêts justement du peuple camerounais. Que vous voulez ou non, tous les indicateurs sont là. Tous les éléments sont là pour le démontrer. Tout à l'heure, Tatinza parlait de l'Union européenne. Oui, ils sont en faillite, mais moi, je ne suis pas sûr qu'ils soient en faillite. Ils peuvent battre monnaie. Ils peuvent combler leur dette intérieure parce qu'ils ont la souveraineté de leur euro, monsieur. On parle de quoi? Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont se relever. C'est ce qu'ils font. Ils vont se relever et ils seront accompagnés par les hommes liges qu'ils ont installés chez nous en Afrique, qui vont encore leur ouvrir tous nos marchés. Donc vous parlez même de quoi quand vous voulez protéger ces gens-là? C'est de quoi on parle? De toute façon, on va revenir avec votre permission, j'espère bien, sur ce débat important. Mais le problème, on n'a pas une haine particulière vis-à-vis de M. Biya. Au contraire, c'est un Camerounais comme toujours. Vous comprenez? Mais nous détestons le système qui dirige le Cameroun depuis les indépendances, parce que c'est ce système-là dont M. Biya est le véritable capitaine aujourd'hui, donc a hérité, qui nous fout complètement dans la merde et donne à ce que M. Tatinda, depuis pratiquement combien d'années, 8 à 10 ans, un gosse connu par le français, on a bougé d'un pouce. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 alors ans de quoi on parle? Donc faites attention. Ça fait 10 ans qu'on en parle. D'ailleurs, le premier documentaire, il paraissait justement en 2011. On bouge parce que les travaux de la monnaie communautaire, notamment de la CEMAC, avancent bien. Oui, et les indiscrétions que nous avons, les indiscrétions, nous les avons eues. Elle sera très différente de l'écho de... On verra. Merci, messieurs, d'avoir été là ce matin. Merci. Merci d'avoir été là ce matin. César Honoré, merci également d'avoir été là. Je sais que vous avez pas mal d'occupations. Vous également, Bertrand Tatinda. Pascal Bafédom, vous également d'occupations ce matin. Il est 9h dans quelques secondes, messieurs. C'est ici que s'achève cette édition de DBS Matin. N'oubliez surtout pas, la guerre n'a qu'un seul vrai héros, la mort. Et la mort se moque bien de la victoire. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition de DBS Matin. Eh bien, bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.